Merci de rester avec nous, chers amis auditeurs. Suivez tout de suite le bulletin Afrique avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Awa Touré. Bonjour à tous et merci d'être sur Radio Côte d'Ivoire. Les présidents de la Guinée et du Ghana, Alpha Condé et Nana Akufo-Addo, sont dans la capitale du Togo en tant que médiateurs de la CEDEAO. Ils ont rencontré hier mercredi les représentants du pouvoir et de l'opposition pour discuter de la crise que traverse le pays depuis près d'un an. Asta Sidibé. Les discussions ont commencé après une cérémonie inaugurale très brève à l'hôtel du 2 février. Une cérémonie au cours de laquelle les facilitateurs ont appelé les deux parties à faire des concessions pour aboutir à un résultat consensuel. Au cours de la cérémonie, le président de la commission de la CEDEAO a déclaré que les facilitateurs soutiendront les acteurs politiques togolais dans la réalisation des réformes constitutionnelles, dans le respect des délais légaux, des réformes de la démocratie et des principes de l'état de droit. L'enjeu est d'ouvrir la voie à un climat socio-politique décrispé et apaisé entre pouvoir et opposition. Et pour y arriver, il est demandé à chaque camp de faire des concessions. La rencontre a commencé à la mi-journée entre la mouvance présidentielle et les présidents Nana Akufo-Addo et Alpha Condé dans l'auditorium de l'hôtel 2 février. La coalition des 14 partis de l'opposition s'est retirée dans une salle aménagée pour les circonstances en attendant son tour. La présidence avertit toutefois l'opposition et les facilitateurs qu'aucune décision ne remettra en cause l'ordre constitutionnel tel qu'il en a été décidé dans le règlement intérieur du dialogue. Cette mise en garde est le principal point d'achoppement. Du dialogue puisque l'opposition exige le retour à la Constitution de 1992 et donc l'impossibilité pour le chef de l'État, Faure Gnassingbé, de se présenter à plus de 2 mandats et d'être candidat à sa propre succession en 2020. Le pouvoir a toujours refusé que la limitation des mandats réclamés par l'opposition soit rétroactive. De son côté, la coalition de l'opposition a plusieurs fois martelé qu'elle n'accepterait jamais que Faure Gnassingbé se représente pour un 4e mandat à la présidentielle de 2020. Un débat général interviendra après la clôture. Le Malawi reste le pays le plus dangereux au monde pour les personnes atteintes d'albinisme, une tendance qu'espère changer une ONG en présentant des candidats atteints de cette malformation aux prochaines élections dans le pays. Les précisions de Djenebou Karamoko. Ils seront au nombre de 6 et porteront la voix des personnes albinos et handicapées lors des élections présidentielles et législatives prévues l'année prochaine au Malawi. Un mouvement sans précédent qui s'explique par la hausse des risques qu'encourent les albinos dans le pays. Le directeur de l'association des personnes atteintes d'albinisme au Malawi pense que les associés à la politique du pays pourraient changer les choses. Parmi ces 6 candidats figure la présidente d'une organisation caritative locale. De son avis, le handicap reste encore largement ignoré dans le pays. Les albinos, toujours selon elle, doivent être représentés. D'autres personnes peuvent ne pas comprendre la douleur et les choses difficiles qu'ils traversent tous les jours. En effet, au Malawi, naître albinos peut s'apparenter à une condamnation à mort. Et sur les 4 dernières années, au moins 22 meurtres de personnes albinos ont été enregistrés, sans compter les portées disparues, présumées enlevées ou assassinées. Selon les chiffres de l'ONU, le Malawi reste le pays le plus dangereux pour les personnes vivant avec l'albinisme. Un manque de pigmentation dans la peau, les cheveux et les yeux, prises pour cible dans des croyances d'un autre âge, selon lesquelles leurs organes porteraient chance. Des croyances exportées dans des pays comme le Burundi ou la Tanzanie, où des crimes rituels sont organisés autour des albinos, poussant l'ONU à créer un organe spécial pour lutter contre le phénomène. Le chef de l'État zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a accusé hier mercredi les partisans de sa rivale et ancienne première dame Grace Mugabe d'avoir commandité l'attentat dont il est sorti indemne le week-end dernier, un mois avant les élections générales. Fleur Kofi. Samedi, 2 membres de la sécurité présidentielle ont été tués et des dizaines d'autres personnes, dont les 2 vice-présidents du pays, blessés dans l'explosion d'un engin non identifié. L'attentat perpétré à la fin d'un discours du président Mnangagwa devant des milliers de partisans n'a pas été revendiqué. Mais dans un entretien à la BBC diffusé mercredi, le président a pour la première fois mis en cause l'entourage de Grace Mugabe. L'attentat est l'œuvre de personnes mécontentes de l'actuel gouvernement démocratique du pays, a-t-il estimé, accusant le groupe Génération
Génération 40, une faction du parti au pouvoir, la ZANU-PF, favorable à l'épouse de l'ex-président Robert Mugabe. L'ex-première dame, connue pour ses coups de colère et ses goûts de luxe, est sous le coup de 2 enquêtes. L'une visant des exportations illégales d'ivoire de contrefaçon qui lui auraient rapporté des millions de dollars. L'autre pour avoir obtenu dans des conditions controversées un doctorat de sociologie. Soucieux de faire revenir les investisseurs étrangers dans un pays asphyxié économiquement, le président Mnangagwa s'est voulu rassurant en assurant que l'attentat ne remettait pas en cause la stabilité du pays. Le président, donné favori à la présidentielle, a exclu de modifier le calendrier électoral. Les premiers scrutins législatifs et présidentiels depuis la fin de l'ère Mugabe se tiendront comme prévu le 30 juillet prochain, a-t-il insisté. Le président Mnangagwa a promis des scrutins libres et honnêtes, mais ses détracteurs en doute rappellent qu'il a été un des exécuteurs de la répression de l'ère Mugabe, pendant laquelle les scrutins ont été entachés de fraude et de violence. Mais sur BBC, le président a balayé les critiques. Un Suédois d'origine rwandaise a été condamné par une chambre spécialisée hier mercredi en Suède à la réclusion à perpétuité pour sa participation au génocide de 1994 au Rwanda. Théodore Tabaro, 49 ans, a été condamné pour génocide après avoir été reconnu coupable de meurtre, tentative de meurtre et enlèvement contre la minorité Tutsi. Il a en revanche été acquitté de viol, faute de preuves. Abou Silla. Les faits se sont produits entre le 9 avril et mai 1994 dans les secteurs de Wintenko, Nyakayinka et Mibirizi, dans le sud-ouest du pays, selon le jugement consulté par l'AFP, rapporte IZF.net. Théodore Tabaro a notamment participé à l'attaque d'une école de Nyakanyanya en ordonnant de jeter des grenades sur le bâtiment, de tirer et de tuer des gens ainsi que de mettre le feu à l'école, détaille la cour. 800 personnes, dont de nombreux enfants, ont été tuées ou grièvement blessé. Il a également participé quelques jours plus tard à l'attaque d'un cloître dans la région de Mibirizi. Les enquêteurs et les procureurs chargés de l'affaire ont auditionné des dizaines de témoins et rescapés au Rwanda, en Europe et en Amérique du Nord. Au moins 36 morts et 7 victimes de viol ont été identifiées au cours de l'instruction. Une trentaine de rescapés proches de victimes s'étaient portés partie civile. 16 d'entre eux vont être indemnisés, a par ailleurs annoncé les tribunaux. Théodore Tabaro a été interpellé en octobre 2016 à son domicile d'Orebro, à 160 km à l'ouest de Stockholm. Arrivé en Suisse en 1998, il a été naturalisé en 2006. Et voici qui met fin à ce journal Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Ce récital sera avec vous à 9h.